Quand on regarde un port de commerce ou une autoroute bondée, on ne voit souvent qu'un chaos assourdissant de camions et de conteneurs. Mais en réalité, derrière ce mouvement perpétuel, il y a une ingénierie d'une précision absolument redoutable. Dans cette analyse, on va déconstruire les documents de référence pour mettre en lumière ces architectes invisibles et les plans rigoureux qui domptent le commerce mondial. C'est une plongée fascinante dans la mécanique cachée de la logistique internationale. Alors, pour y voir clair, on va diviser ça en trois parties. D'abord, les fondamentaux du transit. Ensuite, le rôle clé du transitaire. Et enfin, la grammaire documentaire. Allez, c'est parti avec notre première partie, les fondamentaux du transit, ou disons l'environnement de travail. Le mot transit, ça vient du latin transitus, qui veut tout simplement dire le passage. Mais attention, le déplacement physique d'un point A à un point B, c'est vraiment juste la partie émergée de l'iceberg. Le vrai transit dans le commerce international, c'est une organisation millimétrée à travers de multiples territoires douaniers. Et tout ça sous un cadre légal ultra strict. Pour vous donner une idée concrète, imaginez une usine de céramique à Fès qui doit livrer un client à Lyon. Ce n'est pas juste tracer une ligne droite, non, c'est un vrai parcours du combattant. On a d'abord l'exportation au Maroc, puis le passage douanier à Tangemed. Ensuite, le trajet maritime jusqu'à Marseille, le dédouanement à l'arrivée en France et enfin la route jusqu'à Lyon. À chaque phase, de nouvelles exigences administratives vous attendent. Du coup, pour bien saisir cette complexité, il faut voir le transit en trois dimensions. La dimension physique, bien sûr, c'est-à-dire le déplacement matériel du conteneur, mais on a aussi la dimension commerciale, qui gère toute la logistique pour exporter des phosphates, par exemple. Et la troisième, hyper importante, la dimension douanière. C'est ce qui permet à un camion de traverser l'Espagne sans devoir payer des taxes à chaque poste frontière. Et c'est là qu'on touche du doigt la vraie rupture, la différence entre le national et l'international. Un trajet interne, c'est simple, c'est une seule loi, un petit bon de livraison et des coûts marginaux. Mais dès que vous passez une frontière, le niveau de complexité explose. On bascule dans les conventions internationales, des documents très pointus et des frais de douane qui grimpent. Les enjeux ne sont plus du tout les mêmes. Face à ce casse-tête, il a fallu créer des outils puissants pour éviter la paralysie totale. Et c'est là qu'entre en scène le fameux carnet TIR pour transports internationaux routiers. Au lieu de subir des contrôles interminables à chaque douane, un camion sous régime TIR bénéficie d'un libre passage grâce à un système de garantie géré par l'IRU. Ça tranche littéralement dans la lourdeur de l'administration. Ce qui nous amène directement à notre deuxième grande partie, le rôle du transitaire. Les documents qu'on a analysés utilisent une métaphore que je trouve géniale. Le transitaire, c'est l'architecte invisible de l'import-export. C'est ce professionnel qui va tout concevoir et orchestrer depuis l'ombre pour que la cargaison traverse les frontières sans encombre. Il tire les ficelles en coulisses. Mais attention, parce qu'il y a un piège juridique monumental à ne pas rater. Le transitaire peut porter deux casquettes différentes. S'il est mandataire, il agit en votre nom, mais si le transporteur fait une erreur, il n'est pas responsable. Par contre, s'il agit comme commissionnaire de transport, là, il s'engage sur un résultat. Il est responsable de A à Z. Si vous confondez les deux au moment de signer, ça peut vous laisser sans aucun recours en cas de pépin. Et croyez-moi, son boulot ne s'arrête pas à juste réserver un camion. On parle de 7 fonctions majeures. Ça va du conseil stratégique sur les incoterms à l'organisation physique, la gestion d'une montagne de documents, le dédouanement avec des outils comme Portnet ou Tasdir, sans oublier le suivi en temps réel et la gestion des litiges. C'est un métier qui demande une polyvalence extrême. Alors, comment on intègre cette expertise dans une entreprise? Les sources dégagent trois grands modèles. Les géants vont souvent créer un service intégré, contrôle total, mais coûts fixes énormes. Les PME ou les entreprises qui se lancent vont plutôt tout sous-traiter pour rester flexibles. Et enfin, on a le modèle hybride, un coordinateur en interne qui pilote un expert en externe. C'est parfait si vous êtes en pleine croissance. On passe maintenant à notre troisième et dernière partie, la grammaire documentaire. Et là, on a un avertissement noir sur blanc tiré des textes. Une opération physique absolument parfaite peut être totalement paralysée par un bout de papier, incomplet, faux ou juste en retard, et boum. En logistique internationale, le papier a un droit de veto absolu sur la matière. Vous pouvez avoir le meilleur navire du monde. Si un document cloche, votre marchandise restera à quai. Regardons le transport routier par exemple. Tout s'appuie sur la Convention de Genève de 1956 et sa fameuse lettre de voiture, la CMR. Ce n'est pas un simple reçu, c'est le contrat de transport lui-même. Et c'est la preuve légale de l'état de votre marchandise au moment de sa prise en charge. C'est littéralement la colonne vertébrale de l'opération. Et c'est là que l'attention aux détails devient cruciale. Sur cette CMR, la case 1, l'expéditeur, doit coller à la virgule près avec la douane. La case 3, pour la livraison, fixe le moment exact du transfert de risque.
Et la case 18, c'est la case des réserves. C'est exactement là que se gagnent ou se perdent les futures batailles juridiques. D'ailleurs, la source donne un conseil d'une valeur inestimable. Ne jamais signer une CMR sans avoir vérifié la marchandise. Écrire une formule floue du genre sous réserve habituelle, ça n'a absolument aucune valeur juridique. Il faut du factuel. Écrire 3 cartons humides, ça, c'est valable. Le vague, c'est vraiment le pire ennemi de la logistique. Bon, si on quitte la route pour les airs, les règles changent. La lettre de transport aérien, la LTA, dépend de la Convention de Montréal de 1999. Et la différence juridique fondamentale, c'est que la LTA est strictement non négociable. Elle sert de preuve de transport, oui, mais elle ne constituera jamais un titre de propriété de la marchandise. Sur les océans, en revanche, c'est le connaissement maritime qui fait la loi, le fameux Bill of Lading, ou BL. Et ici, le choix du document est un vrai instrument financier. Un BL négociable à ordre, c'est un titre de propriété transférable, indispensable pour sécuriser les gros paiements. A l'inverse, un BL nominatif ou un Seaway Bill non transférable seront utilisés pour des flux plus basiques au sein d'un même groupe par exemple. Ce qui nous amène à une réflexion assez vertigineuse pour terminer. Face à ces chaînes d'approvisionnement, on est souvent impressionné par les porte-containers gigantesques et les infrastructures immenses. Mais quand on réalise qu'une simple case erronée sur une CMR ou un BL peut paralyser des millions d'euros de fret, on est en droit de se demander qui détient le vrai pouvoir dans le commerce mondial? Les navires géants qui déplacent la matière ou ces architectes invisibles qui maîtrisent le papier? Je vous laisse y réfléchir. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse de la logistique internationale.